Salut les agamas et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Dans cette deuxième partie, il sera question de mon parcours au niveau dans le monde du travail. Je vais vous dire également qu'est-ce qui m'a amené dans le monde de l'entrepreneuriat. Sans plus tarder, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Voilà. Donc, on s'était quitté avec les conseils pour le kit de survie pour les étudiants dans les études paramédicales. Je pense que c'est vraiment important. Donc, j'ai décidé tout simplement de commencer à être aide-soignante. Donc, j'ai postulé en Belgique, en France et au Luxembourg de manière presque simultanée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est la France qui m'a donné ma chance de travailler. Il faut savoir que quand tu es aide-soignante en France, tu dois faire en Belgique, pardon, tu dois faire une équivalence pour aller soit au Luxembourg, soit en France. Ça ne se fait pas directement comme le diplôme d'infirmière, tu n'as pas besoin d'équivalence au Luxembourg ou en France. Ça se fait naturellement, tandis que quand tu es aide-soignante, tu dois faire une équivalence. Parfois, ça consiste à prendre encore quelques petits cours au Luxembourg, en tout cas, parce qu'il y a des actes que les infirmières au Luxembourg, les aides-soignantes au Luxembourg peuvent faire qu'on ne fait pas en Belgique. Mais moi, vu que j'avais déjà fait 3 années d'infirmière, je n'ai pas besoin en fait. Mes équivalences se faisaient naturellement. Et en France, c'est gratuit pour faire l'équivalence, alors qu'au Luxembourg, tu dois payer une petite centaine d'euros, je pense, 70 ou 80 euros, je sais. Donc, mais la personne qui m'a le plus vite donné du travail, c'était la France. Pendant le premier mois de travail, franchement, c'était tendu. Dans le premier mois où je suis arrivée, il y a une collègue, je pense que voilà, il s'était dit des choses sur moi. J'étais la seule noire de l'équipe. Et donc, je pense de toute manière qu'en général, tu es étranger. Donc, tu sais que les gens ont toujours des a priori sur toi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette collègue-là, je pense qu'elle avait dû entendre des échos pas très positifs sur moi. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu elle-même de se forger sa propre opinion, elle est venue, elle commence à me parler comme si j'étais son gosse en fait. Elle arrive, elle me dit, oui, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Je me dis, oula, celle-là, j'aime pas son énergie. J'aime vraiment, vraiment pas cette vibe-là. Donc, ça me renvoie à tous mes traumatismes en stage. Et là, elle me donne plein d'instructions. Finalement, vu que je n'aime pas son énergie, je décide que je vais l'éviter tout au long de la journée pour ne pas qu'il y ait des soucis avec elle. Donc, et elle, c'est une collègue qui adore travailler en groupe. Mais à l'époque, je ne la connaissais pas. Elle adore travailler à deux. Elle adore faire plein de trucs à deux. Il y a toujours ces genres de collègues-là. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime bien travailler seule, en fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vu que je trouvais qu'elle avait trop une énergie autoritaire et que je me suis dit, je viens d'arriver, je suis la seule noire de l'équipe, j'ai pas envie de me faire remarquer. Je me suis dit, pourquoi il n'y a pas de problème, évite-la. Donc, quand elle me donne ces instructions-là, j'écoute la moitié, j'écoute pas une autre partie. Donc, à un moment donné, je prends un patient, je le mets aux toilettes pour faire sa toilette. Donc, après, quand je reviens, quand j'essaie de relever le patient, parce que le patient, je l'avais enlevé de son lit, je l'ai mis sur son fauteuil roulant, je l'amène pour faire sa toilette. Au moment où je lui fais sa toilette dans la salle de bain, après, je le mets au WC. Quand je veux le relever des WC, le patient, il a plus de force. Il sait plus se lever. Je réessaye, j'arrive pas. Je dis, purée, je suis obligée de me la coltiner. Je cours, je trouve la première personne venue et c'est elle. Je lui dis, tu peux m'aider à relever ce patient-là parce que j'ai fait sa toilette et tout. J'arrive pas à le relever des toilettes pour le mettre sur le fauteuil roulant. Elle me dit, c'est quel patient? Moi, je connaissais pas le nom des patients, donc je dis, c'est le patient qui est dans la chambre, un tel. Elle me dit, ah, c'est tel patient, mais pourquoi je t'ai dit de ne pas le relever, lui, c'est une toilette complète au lit, tu l'as levé seul, mais ça va pas ou quoi? Il faut le lever à deux, ou alors si quand tu es seul, tu dois faire une toilette complète au lit. Après, je lui dis sur un autre ton. Elle me dit, pardon, je dis sur un autre ton. En fait, là, toutes mes frustrations, là, toutes les frustrations que j'avais emmagasinées, toute la carpétisation que j'avais eue, je me suis dit, toi, tu vas me respecter. Donc, tu me parles sur un autre ton. Elle me dit, ouais, mais tu n'écoutes pas quand on te parle. Je dis, mes ancêtres ont souffert. Mes ancêtres ont souffert. Ils sont en colère. Mes ancêtres sont en colère. Toute leur frustration là, si tu continues, je déverse ça sur toi.
Donc, bon, bref, ni une ni deux, je monte sur mes gonds. Franchement, je ne pouvais plus tolérer. En fait, c'est que ma coupe était pleine, la coupe d'irrespect, la coupe de carpétisation. À ce moment-là, hein, je ne me disais même pas, ah, t'es en période d'essai, ah, machin. J'ai dit, je ne laisse plus rien passer. Donc, franchement, on s'est engueulé comme au quartier. Vraiment, j'ai commencé à lui dire, mais ça, pourquoi? Je suis pas ta gosse, tu me parles pas comme ça. Alors, on s'engueule, on s'engueule. L'infirmière en chef était là, elle est passée, elle avait comme ça, elle n'a rien vu. On s'est engueulé. Bien sûr, nous, là, en général, dans les Africains, on n'a pas cette mentalité. Parce que nous, quand il y a un problème, on règle là corps à corps, après c'est fini. Ou on se parle plus après. Mais en tout cas, on règle et après c'est fini. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme... Voilà, je ne me suis pas laissé faire, j'ai commencé à gueuler. Quelques temps plus tard, 2-3 jours après, je vois que l'infirmière en chef qui me dit, oui, elle me convoque dans son bureau. Et elle commence à me parler, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui m'a énervé, c'est que j'ai été la seule à être convoquée. On ne nous a pas convoqués à deux. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que, comme d'habitude, la première personne qui se plaint, c'est sa version qui est prise en compte. Donc, on a pris sa version en compte comme quoi je n'écoutais pas tout ce qu'elle me disait, que machin. J'ai dit oui, il y a des manières de parler aux gens. Elle est venue avec des mauvaises appréhensions. Elle s'est mise à me lancer des pics et de ces mauvaises appréhensions sur moi. Et moi, je n'ai pas apprécié. Moi, je suis quelqu'un, je me remets en question, mais il y a des manières de dire des choses aux gens. Je ne suis le gosse de personne ici et j'estime que je mérite du respect tant que je respecte la personne. Je dis donc, moi, je ne lui ai manqué nullement de respect. Elle n'a pas à me manquer de respect, en fait. Et moi, je ne tolérais plus le manque de respect. J'étais décidée que j'ai beau être la seule noire de l'équipe, frère, vous allez me respecter, en fait. Je m'en fous complètement de... Vous allez me respecter. Et je n'avais pas peur de perdre mon travail à ce moment-là. En fait, je m'en foutais. Honnêtement, à ce moment-là, mon respect était plus important que tout, que mon travail, que l'argent, que mon respect, c'est tout ce que je veux. Du coup, j'explique ça, je leur dis que voilà, c'est la manière de parler, machin. Elles doivent savoir que je viens d'arriver, je ne peux pas tout connaître. Parce que je les trouvais vraiment intolérants, je trouve mes collègues au départ. Parce qu'en fait, elles m'avaient catalogué, tu es nul. Et tu ne sauras pas faire, machin. Mais le problème, c'est que les gens, ils ont vraiment pas d'empathie. Hein. Je viens d'un autre pays. J'ai un autre type de formation. Je viens dans un pays où je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas les codes. Je ne sais pas qu'est-ce que... En Belgique, une aide-soignante, le rôle d'une aide-soignante en Belgique est complètement différent du rôle d'une aide-soignante en France. En France, tu as beaucoup plus d'autonomie. En France, tu fais plein de trucs toute seule. Il me fallait du temps d'adaptation déjà de par les pratiques du pays et le temps d'adaptation parce que c'était tout simplement la première fois que j'allais travailler en autonomie en tant que titulaire. Donc, je ne trouvais pas ça normal de leur intolérance. En fait, je trouvais qu'il y avait trop d'intolérance. Honnêtement, j'avoue, la collègue, c'était quand même une femme d'un certain âge et elle était quand même, au final, on s'entendait bien parce que elle s'est excusée. Elle a accepté que la manière dont elle a dû s'adresser à moi, elle était dure. Et bon, elle m'a pas dit oui, j'avais entendu des a priori, mais je suis sûre à 10 000% qu'elle avait certainement entendu des a priori sur moi. Donc, ce qui fait que je n'ai pas fait d'effort de vouloir m'intégrer dans ces équipes-là. Honnêtement, je sais que j'ai pas fait d'effort parce que j'estimais que je venais de 3 ans, d'années où je m'étais carpétisée, où j'avais trop fait d'efforts, où j'avais lu des livres, enfin, j'avais écouté des livres qui me permettaient de m'intégrer et que malgré ça, quand on a quand même voulu me tirer une balle au pied, il n'y avait personne en fait pour m'aider. Donc je me suis dit, j'en ai rien à faire, je vais être moi-même en fait. Je vais être moi-même, tu ne m'intéresses pas, je ne m'intéresse pas à toi. C'est tout. Et si tu ne t'intéresses pas à moi, je ne m'intéresse pas à toi. En fait, c'était que j'étais juste là, je veux des thunes, ces thunes-là, économiser, me barrer le plus vite possible. Et acheter ma maison et me barrer le plus vite possible. J'ai quand même réussi à avoir quelques petites affinités. Et puis voilà, je ne peux pas aller au travail et voilà, et avoir tout le monde à dos. Donc, mes 2 années là-bas, les 2 premières années se sont très bien passées. Les choses se sont mises à se gâter à la 3e année. J'ai commencé à aimer parce qu'on n'avait pas vraiment de chef. J'avais une grosse autonomie dans ce travail-là. L'infirmière en chef, elle n'était pas du tout une personne problématique. Donc, c'est pas quelqu'un qui veut faire la chef. Elle n'a pas un ego trip en mode... voilà, elle était assez humaine, elle comprenait. Je leur expliquais aussi d'arranger, puisque j'étais mère, maman solo, je leur disais voilà d'arranger mon horaire aussi en fonction du fait que voilà il y a mon enfant. Et ils ont accepté, elle était super conciliante et tout.
Ensuite, quand la chef des chefs est arrivée, les choses se sont gâtées. Ça commençait à être un peu bizarre. Donc, il y avait des gens qui allaient accuser. Il s'est mis à avoir une politique de songui-songui les uns derrière les autres. Les gens rapportaient à la chef des trucs pour que la chef soit dans leur, pour avoir les faveurs de la chef. Et puis voilà. Donc, bon, il y avait plein de petits magouilles, de petits trucs et tout. Mais moi, j'ai pas cette politique d'aller accuser mes collègues pour me faire une bonne image, donc j'ai jamais été le faire. Je n'ai pas ce truc-là d'aller parler du nom des gens derrière leur dos. J'ai pas, en fait, c'est que j'avais déjà du mal à m'intégrer du fait que je ne fume pas, du fait que bon, la majorité des gens, ils fument de la beuh, ils fument de la cigarette et tout. Donc moi, je n'étais déjà pas dans ce délire-là. Et ensuite, les conversations sur les dos des gens, c'était pas trop mon délire. De temps en temps, je pouvais dire, ah, celle-là serait qu'elle casse la tête, ah, celle-là machin. Mais passer ma journée à parler du nom d'une collègue, flemme en fait. Je sais que j'étais chiante pour la majorité des gens. Je sais que j'étais pas intéressante. Je sais que voilà, j'étais pas dans des scandales. Je sais que j'étais pas marrante. J'étais pas la collègue drôle. J'étais pas la collègue, voilà. Et en plus, j'étais pas la noire de service qui fait des blagues, qui rigole à tout va. Donc forcément, I was boring as if. Donc voilà quoi. Donc quand la chef là est arrivée, je n'étais pas dans ses bonnes faveurs spécialement. Elle n'avait rien contre moi, mais elle n'avait rien de bon contre moi. À un moment où ça commençait à se gâter, c'est au moment où le Covid est arrivé. Donc la chef, la chef des chefs a instauré une situation de... Pour moi, je considère ça comme une mini-dictature. Déjà, avec elle, elle nous imposait trop de trucs, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Elle voulait trop que le travail, tu considères ça comme si... En fait, elle avait une politique où elle veut que ton travail soit ta priorité. C'est-à-dire, quand on te demande de remplacer, remplace avec plaisir. Tu sentais que voilà, elle appréciait les gens qui faisaient comme si le travail, c'était toute leur vie. Et moi, ça les énervait que quand moi, je sortais du travail, en général, il y avait plein de réunions, plein de trucs. En fait, elle voulait vraiment, elle créait plein de réunions. En fait, elle trouvait tout le temps des moyens pour que même quand tu n'es pas au travail, tu sois au travail. Elle voulait que le travail, tu le prennes comme si tu es investisseur dans la société. Elle avait cette politique-là. Et ce qu'elle faisait, elle voulait te faire croire que ta voix compte. Elle te faisait faire le travail parfois qui était le sien pour que tu penses que toi, ta voix, elle compte, pour que tu te sentes important. Les gens qui ont très peu de valeur et d'estime d'eux-mêmes vont se sentir contents. Ils vont se dire, ah, elle nous valorise, ah, elle demande notre avis. Mais moi, ça ne marchait pas avec moi. Je faisais parce que voilà, certaines choses, mais sans plus quoi. Je me disais, bon, voilà. Mais ça ne me permettait pas de me sentir incluse parce que pour moi, c'était du business tout simplement. J'étais là pour faire un certain temps et puis basta. C'était un tremplin pour quelque chose d'autre en fait. C'était pas de but. Il y a des gens qui sont dans le travail là, c'est le but de travailler. Moi, mon but, c'était tremplin pour on to the next one, on to the next step of my life. Quand la politique mini-dictatoriale de Covid s'est mise en place, franchement, c'était compliqué. Il fallait se faire tester toutes les semaines. Et je me rappelle, voilà, il y a eu un événement qui m'a vraiment fait me dire qu'il faut que je parte, en fait. Il faut que je parte de là. Donc, pendant que tu étais en vacances, tu devais te débrouiller pour faire un test Covid de moins de 48 heures qui te permettrait de travailler, pour retourner au travail. Quand c'était les vacances, en général, si j'ai une semaine de vacances, de congé, je partais directement voir ma famille. En général, j'étais directement soit chez ma mère, soit chez ma soeur. Cette fois-là, voilà, j'étais partie en Belgique également chez ma soeur pendant mes congés et tout ça, pour passer du temps en famille parce que j'étais tout le temps isolée, seule en France. Quand tu revenais de congé, il fallait faire un test PCR. Donc, mes congés, je suis partie. Au lieu de revenir le samedi ou le dimanche, comme j'aurais aimé le faire, je décide de revenir le vendredi. Je prends rendez-vous avec un laboratoire et tout. Mais le temps d'arriver, je me suis fait prendre dans les embouteillages. Et j'ai mal calculé mon truc, je suis tombée dans les heures de pointe. Et du coup, ce qui fait que je rate mon rendez-vous au laboratoire. Quand j'appelle le laboratoire pour leur expliquer, ils me disent qu'ils vont fermer. Donc, je préviens une de mes collègues en lui expliquant la situation, en lui disant, ah, tu sais, voilà ce qui s'est passé et tout, les laboratoires sont fermés, j'ai raté mon rendez-vous, donc je ne sais pas trop. Elle me dit, ouais, tu sais, cette collègue-là qui m'explique, tu sais, normalement, le samedi matin, les pharmacies sont ouvertes, donc on peut aller faire le test antigénique.
c'est le test voilà, en pharmacie. Peut-être que ça passera. Pendant le Covid, il y avait les tests antigéniques, c'est-à-dire c'était des tests que tu pouvais faire limite toi-même. Tu achetais le petit pack là en pharmacie, tu pouvais le faire toi-même. Ou tu le faisais en pharmacie. Et tu avais aussi le test PCR qui se faisait en général dans les laboratoires. Je fais mon test antigénique le samedi matin, je me lève tôt. Et j'appelle le travail pour leur expliquer, écoutez, voilà, hier j'ai raté mon rendez-vous par rapport au test PCR, mais vous inquiétez pas, ce matin j'ai fait un test antigénique qui est négatif. Donc voilà, lundi, est-ce que je peux revenir au travail? Elle m'embrouille au téléphone, elle me dit pourquoi t'es pas revenu plus tôt, pourquoi machin, elle commence, j'ai dit, déjà moi j'avais la frustration de devoir quitter ma famille tôt, je souffre de solitude chez moi en France, j'ai plus aucun ami, j'ai plus rien du tout, ma famille a du mal à venir me voir et tout. L'infirmière elle m'embrouille, je lui dis écoute c'est fait, il n'y a pas à revenir dans le passé, je te juste dis, est-ce que lundi, elle me dit oui je vais demander. Apparemment, ce que j'ai entendu, c'est qu'elle a fait un mauvais email en disant ouais, elle dit que soi-disant pour dire à l'infirmière qui allait décider, l'infirmière en chef, oui, c'est de la mauvaise foi. En gros, c'était un truc contre moi. L'infirmière en chef là, qui était sympathique de base, hein, qui me dit non, tu ne peux pas venir travailler, il fallait nanana, il fallait te débrouiller, fianton. J'ai dit ouais, mais j'ai quand même un test négatif, je peux venir travailler parce que, et puis voilà, il y a même des gens, en fait avec le Covid, il y a eu tellement de trucs, ouais, même si tu as le Covid et que tu n'as pas les symptômes, tu peux venir travailler, même si, en fait c'était que toutes les semaines ça changeait. En fait, il y avait tellement de lois et de cas différents que limite les gens ils faisaient du cas par cas, tu vois, selon si je t'aime bien, je décide que oui ou non, toi tu passes pas, et c'est comme ça que je le ressentais. Donc l'infirmière qui me dit non, tu viens pas travailler, fais-toi le test PCR normal lundi, et après viens, et quand tu as les résultats, tu nous fais signe. J'ai dit ok, je vais faire le test, j'appelle le laboratoire, ils me donnent rendez-vous malheureusement en après-midi, la matinée était pleine, parce que tout le monde se faisait tester à cette époque-là. Donc la matinée était pleine, donc ils me font le test tard et malheureusement j'ai les résultats le lendemain vers 7h30, 8h. Donc dès que j'ai les tests, je pense que j'ai regardé, j'ai rafraîchi mon email à 8h30, vers 8h, 8h15, je me rappelle 8h15. Et j'ai le résultat, donc j'appelle directement le travail en leur disant voilà j'ai le résultat du test PCR que j'ai fait, donc mon test il est négatif, est-ce que je peux revenir? Elle me dit non, on t'a remplacé. Je me dis, mais oui, on m'a remplacé, mais c'est qui m'a remplacé? La personne peut rentrer chez elle. Pourquoi je dis ça? Parce que la personne chez nous, où je travaillais, tu n'as pas, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Donc, tu as juste des jours de récupération. En fait, c'est des jours de repos en plus. C'est juste ça. Donc, tu n'es pas payé. Donc, je me dis, la personne, elle va avoir peut-être, elle est venue, le travail commence à 7h30. Je me dis, elle va travailler, admettons, jusqu'à 8h30, parce que moi, il me fallait à peu près un quart d'heure. Parce que moi, je m'étais déjà préparée à aller au travail ce jour-là. Donc, je me suis dit, la personne, elle a travaillé 1 heure. Donc, elle aura ses 1 heure en plus. Et moi, je rentre, je fais ma journée, parce que moi, ma journée, elle aurait été payée si j'avais travaillé. Donc, ils me disent que non, machin. Il faut savoir que le lundi, le jour où j'étais faire le test, c'était un jour aussi que je devais travailler, où ils m'avaient dit non, va faire ton test. Donc, comme j'ai dû faire le test ce jour-là et attendre d'avoir les résultats, j'avais déjà perdu mon lundi. Donc, le mardi, quand j'ai les résultats, j'ai appelé pour aller travailler. Donc, j'ai déjà perdu mon mardi. Et dites-vous que après, je pense que je ne travaillais plus jusqu'au vendredi. Je pense que je reprenais, j'avais 2 jours de repos, puis je devais travailler le vendredi. Donc, j'étais un peu dégoûtée en me disant, bon, j'ai écourté mes vacances, machin. En fait, ça commençait à faire, je commençais à avoir un peu le seum, à me dire, ouais, avec leurs règles là, machin et tout, pour qu'ils n'ont pas accepté, nanana. Ça commence à m'énerver. Mais je ne suis pas au courant que l'infirmière là, en fait, elle avait fait un mauvais truc contre moi pour que, voilà. Donc, à la fin du mois, je constate que ma paye, elle a fortement diminué. Je me dis, elle a diminué de 200 250 euros. Je dis, ah, c'est bizarre quand même. Pourquoi mon salaire, il est si bas? Je vois qu'en fait, ils m'ont enlevé les 2 jours où je n'ai pas travaillé là. Ils m'ont coupé ces 2 jours-là. Il faut savoir que chez nous, quand tu travailles, c'est 12 heures. C'est 12 heures de travail, de 7h30 à 19h30. Donc, ils m'ont coupé 24 heures de travail en fait. Ils m'ont coupé 24 heures de travail. Ils ont compté que c'était des absences injustifiées et que ces jours-là n'étaient pas rémunérés. Je leur dis, sachant que la chef des chefs avait déjà fait ça pour d'autres personnes et sachant que même la chef, elle avait déjà fait ça pour d'autres personnes et sachant que j'ai des jours
j'ai des heures de récupération en trop. En gros, j'ai des heures supplémentaires. Je leur dis, ben, prenez ça dans mes heures supplémentaires. J'ai plein d'heures supplémentaires. Et comptez ça dans mes heures supplémentaires. Vous savez, je suis une mère solo, j'ai un crédit sur le dos. Je ne peux pas me permettre en fait de perdre 200-300 € comme ça sur mon salaire. C'est beaucoup. Alors, l'infirmière en chef, elle me dit, mais la chef des chefs me dit, mais il est hors de question. Après, je lui dis, vous savez, ce n'est pas de ma faute. Je me suis débrouillée pour avoir un test antigénique et ce test antigénique, il passe de l'autre côté. J'ai des collègues qui me l'ont dit. Elle refuse, elle me dit que je parle mal de mes collègues. Machin, je me suis dit, je parle mal de mes collègues. Est-ce que je suis déjà venue dans ton bureau avec le nom de quelqu'un? Moi, je sais que mon nom est déjà arrivé dans ton bureau à plusieurs reprises parce qu'on me l'a dit. Ouais, je sais que plusieurs personnes sont venues parler de mon nom là-bas. Mais jamais, quand j'ai des litiges avec des collègues, moi, je les parle. J'ai eu des petits litiges avec des collègues. On s'explique à deux. Moi, je ne vais pas commencer à prendre une tierce personne pour venir te la mettre dedans. Donc, je me suis dit, elle est sérieuse, elle m'accuse vraiment de ça. Et qu'est-ce que je fais? Là, ce jour-là, j'ai compris qu'il faut que je parte. Déjà, les politiques de PCR toutes les semaines et que, en général, après le PCR, je sais que j'allais péter du nez, j'allais saigner du nez parce que j'ai des problèmes au niveau du nez. Je fais des hémorragies parfois à n'en plus finir. Donc, et avec le fricotage dans le nez, là, le chipotage du nez qu'on me faisait tout le temps avec les PCR, ben, je saignais beaucoup plus du nez plus fréquemment. Donc, je me suis dit, je dois partir. Je dois partir de là. De toute manière, je n'ai aucune force de commencer à combattre ce système-là. Et de toute manière, je venais d'acheter, ça faisait quelques mois que j'étais propriétaire. Je me suis dit, de toute manière, ce travail-là de base, c'était pour avoir un CDI. Et le CDI me permettait de pouvoir d'acheter ma maison. Et donc, je décide de commencer à préparer ma fuite. Parce que j'ai compris que de toute manière, je ne peux pas combattre ce système-là. Je ne suis personne, je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas de personnes assez fortes qui vont pouvoir me soutenir. Et donc, du coup, j'ai trouvé un moyen de pouvoir faire une rupture conventionnelle. Donc, je suis rentrée dans cette brèche-là. J'ai fait la rupture conventionnelle et j'étais très contente de pouvoir partir de ce travail. Donc, peut-être, depuis là, tu dis que tu veux être... Depuis là, comme j'avais toujours les idées d'entrepreneuriat, de commerce, de tout ça, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de m'essayer à cela. Donc, j'en ai parlé avec mon compagnon à l'époque et j'ai parlé avec mon compagnon et j'ai décidé, et dans un accord, je lui ai dit, bon, voilà... je vais essayer de me lancer dans l'entrepreneuriat. À ce moment-là, je vais parler à ma conseillère du Pôle emploi. Ça faisait à peu près 1 an que j'étais au Pôle emploi. Donc, je vais lui parler pour lui expliquer que voilà, je suis au chômage, mais j'aimerais m'essayer à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous me proposez comme plan, quoi. De là, elle me parle de la BGE. C'est un organisme qui peut aider les auto-entrepreneurs. La machine s'est lancée. J'ai eu mon premier rendez-vous avec le formateur de la BGE ou l'accompagnateur, je ne sais pas comment les appeler. Et lui, de là, en fait, la BGE, c'est un organisme national pour aider en fait les entrepreneurs. En fait, il t'accompagne déjà dès le début de ton idée. Et après, ils peuvent te rediriger selon l'avancée de ton projet. Ils peuvent te rediriger vers d'autres structures en fait d'aide aux entrepreneurs. J'ai été suivie pendant 2 mois par eux. En fait, au tout départ, tu viens, tu leur expliques ton idée. Tu expliques, en fait, c'est des rendez-vous où tu es seul avec la personne. C'est pas des rendez-vous en groupe, tu es seul avec la personne. Tu lui expliques ton idée d'entrepreneuriat, alors il te donne des pistes. En fait, la majorité des trucs, c'est toi qui dois les faire. Il va te donner des pistes, il va te dire, donc, tu devrais faire une étude de marché. Vous voyez, le sondage que j'ai fait, par exemple, c'est eux qui m'ont conseillé de le faire. Il te dit quel outil tu pourrais utiliser pour le faire. Il te guide. En fait, selon les étapes dans lesquelles tu es, il peut te guider, mais la majorité des trucs, c'est toi qui les fais. Entre-temps aussi, il va t'envoyer des liens vers des webinaires qui pourraient t'intéresser en fait. Il t'explique en fait les aides auxquelles tu as droit selon les avancées. Par exemple, moi, je me rappelle quand j'ai commencé, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat avant d'être en contact avec la BGE,
je ne savais pas quelles étaient mes priorités. Je ne savais pas vers quelle direction aller. Moi, je pensais qu'il fallait directement avoir un statut et tout. Et heureusement que je n'ai pas eu ce statut-là parce qu'en fait, il y a certaines formations auxquelles tu n'as plus droit à partir du moment où tu as déjà créé un statut. Et les statuts, c'est par exemple société, auto-entrepreneur, etc. En fait, ils t'aident à structurer ton avancée dans le monde de l'entrepreneuriat. Je sais que c'est un peu anti-start-up qui te dit vas-y, lance-toi, machin, truc et tout. Se lancer, c'est bien, mais parfois tu fais des bêtes erreurs en fait que tu aurais pu t'éviter juste en te formant un tout petit peu, quoi. Et c'est vrai que moi, comme je suis novice dans ce monde-là et je suis quelqu'un d'assez dispersé, je travaille dessus pour être un peu plus organisé. Il me faut quand même une mini direction. En tout cas, au départ, il me faut une mini direction. Et donc, la BGE a été un peu ce fil conducteur-là. Il y a une plateforme qui s'appelle le bureau virtuel dans lequel tu communiques avec la personne avec qui qui t'accompagne. Donc, il va t'envoyer des liens sur ce bureau virtuel pour te dire, bah, tiens, ce truc-là pourrait t'intéresser. Tiens, ces articles-là, tu peux les lire. Ça pourrait t'intéresser. Tiens, si tu vas enregistrer ton idée. En fait, voilà, il va t'envoyer plein de liens, des vidéos, t'inscrire à des webinaires pour que tu puisses augmenter tes connaissances au niveau de l'entrepreneuriat. Il va te donner, entre guillemets, aussi des exercices entre chaque rendez-vous. Les rendez-vous peuvent être en présentiel ou en Zoom. On a eu quelques rendez-vous Zoom quand voilà, lui et moi, on ne pouvait pas se déplacer. Et durant ces rendez-vous aussi, vous faites en général le bilan de ce qu'il t'a demandé de faire précédemment. Et au terme de cet accompagnement-là, il y a une espèce de bilan en fait qu'il va faire de ton projet. Il va essayer d'évaluer quel type d'entrepreneur tu es, quelles sont tes qualités, quelles sont tes faiblesses, sur quoi tu devrais travailler. Et quand il termine ce bilan-là, en fait, le bilan, vous le faites en commun, en fait, vous le faites à deux. Par exemple, il va te dire, est-ce que ton idée est viable? Est-ce qu'elle est concrétisable? Est-ce qu'elle n'est pas trop... voilà, vous évaluez ça ensemble. Et de là, il va te dire, bon voilà, pour la suite de ton projet, soit écoute, ton projet pour moi c'est mort, je trouve que tu n'es pas motivé et machin, et faire un mini rapport à ton conseiller Pôle emploi pour dire oui, son projet est viable, donc on a décidé à deux de faire ça, ou alors non, son projet n'est pas viable, elle n'est pas motivée, elle a trop peu de fibres entrepreneuriales, donc pour moi, elle devrait retourner dans le marché du travail. Donc, ce qu'il m'a conseillé de faire, c'est qu'il m'a inscrit dans une formation pour auto-entrepreneur qui est organisée par la Chambre du commerce de ma région. Dans cette formation, en fait, tu as à peu près 90 heures, en fait, où on te forme vraiment sur les bases de l'entrepreneuriat, les bases de la gestion, les bases de plein de choses. Et ensuite, toi, tu as le droit de rajouter des formations. En fait, il te propose une formation de base globale qui parle vraiment du basique dans l'entrepreneuriat. Ensuite, tu as des options supplémentaires que tu peux prendre en gestion, en comptabilité, en RH, processus de recrutement. En fait, tu as plein d'autres formations que tu peux faire à côté de la formation basique. Donc, voilà pourquoi... voilà en fait tout mon parcours au niveau du monde de l'entrepreneuriat. Bien sûr, je partagerai avec vous les suites de ma formation au niveau de l'entrepreneuriat. Je partagerai ça avec vous au jour le jour, dès que je peux. Et puis voilà quoi.